il est clair que c'est chronophage de préparer ces interventions, parce que je pense m'être appliqué à la préparer. Par contre, c'est toujours intéressant pour un entraîneur, ou au moins moi, c'est ma vision des choses, c'est qu'on sort un petit peu la tête du guidon quand on réfléchit sur sa pratique et on arrête un petit peu d'être routinier. Et ça m'a permis de me replonger un petit peu dans ce que je faisais, de réfléchir à comment je pouvais exposer à vous en l'occurrence, mes idées sur le jeu en sous et sur nombre. Pour la petite idée, j'y reviendrai aussi, j'ai fait ma thèse de set master il y a 2 ans sur cette thématique-là, notamment sur l'exploitation du jeu sans le gardien de but quand notre équipe est en supériorité numérique. Et aujourd'hui, je ne l'applique plus du tout. Donc, pour bien vous dire que les entraîneurs, ou au moins pour ma part, j'essaye vraiment de m'adapter aux conjonctures et à mon équipe et aux cas particuliers. Je ne veux pas du tout, et je ne peux pas de toute façon être dogmatique, parce que je pense que la première qualité d'un entraîneur, c'est celle de s'adapter et de se remettre en question tous les jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran comme l'a proposé Jonathan. Il y a des séquences introductives et ensuite il y a quelques séquences vidéo en espérant pour tous que ces séquences puissent passer avec le plus de fluidité possible. Et à la sortie de chaque séquence, on a vu avec Jonathan, s'il y avait des questions pertinentes, je pourrais y revenir. Juste en préambule, on va alterner entre le jeu en attaque et aussi le jeu en défense. Donc, qui est souvent oublié quand on parle de surnombre. On s'imagine toujours le 6 contre 5 en attaque et j'ai remarqué que souvent on travaillait rarement à l'inverse en pensant par la défense. Donc je partage mon écran. Partager. Il faut que je revienne parce qu'on a lancé, excusez-moi. Je vais revenir sur le début parce que comme on avait lancé le PowerPoint pour vérifier des choses, il n'était plus au début. Alors, Jonathan, n'hésite pas à me dire si jamais ça passe pas ou si ça va trop vite dans la bande passante notamment. Pas de souci. Alors, le titre, c'est l'exploitation du surnombre ou sous-nombre en attaque et en défense. Alors, je veux absolument garder cette intervention avec beaucoup d'humilité. Donc, je me suis permis de prendre des exemples que je connaissais le mieux. C'est-à-dire que j'ai pris des exemples de Pro League, donc la 2e division française, et notamment de Nancy en Pro League. C'est-à-dire que j'émettrai aucun jugement, mais je montrerai des images d'autres équipes, sans dire si c'est bien ou pas bien, mais en montrant de manière factuelle ce qu'elles proposent. Et par contre, sur Nancy, on peut être beaucoup plus critique et aller beaucoup plus loin dans l'explication, parce que c'est le projet de jeu qu'on a mis en place. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur Nancy, auxquelles je répondrai plus facilement dans un jugement de valeur, s'il le faut. Mais je ne peux pas parler de mes collègues alors qu'ils ne sont pas là. Donc, je vais uniquement parler de Nancy dans les questions, est-ce qu'on peut faire mieux ou pas mieux? Alors, avant de commencer, je pense qu'il faut se pencher sur des chiffres. Est-ce que les infériorités et supériorités numériques ont un réel impact dans le jeu du handball? Pour ce faire, j'ai fait une étude qui ressemble un petit peu dans les chiffres à celle que j'avais fait il y a 2 ans en Lidl Star League. C'est-à-dire que j'ai calculé la moyenne des 2 minutes pris par équipe. Alors, j'ai fait une moyenne, je n'ai pas fait un total parce qu'on n'a pas tous le même nombre de matchs. J'ai arrêté mon analyse ce week-end. Le temps passé par équipe en infériorité et le pourcentage du temps passé en infériorité par équipe. Donc, si on prend Nancy, c'est la première colonne en bleu clair, on prend 3,4 fois 2 minutes par match, donc c'est-à-dire 6,8 fois, donc 6 minutes 40 de temps effectif en infériorité numérique. Donc 11% du temps passé d'un match se situe sur un 5 contre 6. On voit qu'il y a quelques disparités. Par exemple, Célestat est à 19% de temps passé en infériorité numérique et Villers et Valence sont à 9% du temps passé en infériorité numérique. Donc, est-ce qu'il faut déjà partir du postulat de dire qu'une équipe comme Villers ou une équipe comme Nancy qui a que 9 à 11% de temps passé à 5 contre 6 doit passer moins de temps qu'une équipe comme Célestat, par exemple, qui a presque 20% du temps passé à 1 de moins? Ça, c'est une vraie question.
J'avais commencé ma formation d'entraîneur avec Arnaud Gandet qui m'avait dit, quand on regarde les entraînements, on se rend compte que 95% du temps, on travaille à 6 contre 6 ou en égalité numérique et qu'au final, il y a presque 30%, alors c'était ces chiffres à l'époque, 30% du temps où on est en infériorité ou supériorité. Donc si on prend Nancy par exemple et qu'on part sur un calcul arbitraire, on peut imaginer qu'on est autant de temps en infériorité qu'en égalité, donc on passerait entre 20 et 25% du temps sur ces moments-là. Donc ce n'est pas des moments anodins, c'est presque un quart du match qui sont passés dans ce contexte-là avec un joueur de plus ou un joueur de moins. Donc, première question, c'est est-ce que nous, en tant qu'entraîneurs, on passe autant de temps à travailler, est-ce qu'on passe 25%, 30% du temps à travailler sur les infériorités et supériorités? Donc ça, chacun a sa propre réponse. En tout cas, nous, à Nancy, on utilise, et on pourra revenir à un autre moment si vous voulez, on utilise beaucoup les supériorités en attaque pour travailler sur le placement et les infériorités en défense pour travailler sur l'intensité et le jeu sur les trajectoires et éviter les duels. Notamment quand on rentre de match ou les matins des matchs, on joue souvent sur des infériorités ou supériorités pour qu'on évite les duels et qu'on se retrouve dans des situations plutôt facilitantes de sortie de balle. Donc, comment jouer en attaque quand son équipe a subi un 2 minutes? La première option, c'est en sortant le gardien de but. Donc, on remarque que c'est souvent des attaques qui sont codifiées et c'est celles qui sont le plus utilisées. Presque 90% du temps, les équipes sortent le gardien de but. Il n'y a que 2 équipes en Pro League qui ne sortent pas le gardien de but, c'est Besançon et Nancy. Donc, c'est souvent un mouvement qui permet une sortie d'un joueur en attaque et qui cherche à se finir à l'opposé du banc de touche. C'est souvent pour gagner du temps et les arbitres sont souvent plus généreux avec l'équipe en infériorité. Ça, c'est mes constats. Donc, au final, les stratégies d'équipe, notamment en Pro League, en Lidl Star League, c'est un petit peu moins vrai dans l'analyse que j'avais fait il y a 2 ans. C'est souvent un mouvement, et on va le voir à la vidéo, qui permet de gagner du temps, mais après, l'équipe au final attaque souvent à 5 contre 6. C'est pas tout à fait vrai. Par exemple, si on prend Montpellier en Lidl Star League, qui eux jouent à 100% quasiment de la même manière, à 6 contre 6 ou à 5 contre 6, sans gardien ou avec gardien, parce que eux, ils ont fait le choix de dire que c'était la même chose et qu'ils sortaient le joueur et qu'ils faisaient des attaques, peu importe qu'ils aient un gardien ou pas de gardien dans leur but. Donc, je vais vous passer la première séquence. J'ai pris l'exemple de Cherbourg, du jeu sans gardien de but. Alors, avant de lancer la séquence, il faut bien déterminer où est le côté du banc. Vous allez voir que c'est souvent le même mouvement. Alors, j'ai pris sur un match, mais si on le prend sur 6 ou 7 matchs, c'est tout le temps la même chose. Et leur but, c'est de gagner du temps avec des mouvements de joueurs pour créer un point de fixation près du banc de touche pour exploiter à l'opposé du banc de touche pour que le joueur ait le temps de sortir et ne pas prendre de risque pour ne pas prendre de but avec le tir, un tir du gardien direct ou un tir d'un défenseur directement. Donc, je lance la séquence en espérant qu'elle se lance bien. Je la laisse défiler une fois et après, on reviendra sur une séquence en particulier. Alors, donc Cherbourg en blanc en attaque, pardon. Donc, on parle bien sur de l'attaque. Donc, ils font venir leur ailier là pour faire un petit croisé avec l'arrière. Le pivot gagne une position et ils font des croisés pour rechercher le jeu loin du banc de touche. On se rend compte qu'au final, c'est une attaque qui se termine par un 5 contre 5 et que là, le mouvement de joueur a été fait pour uniquement gagner du temps. De l'autre côté du banc, même chose de manière symétrique. Un ailier qui vient, qui va se replacer à un moment, un croisé, un deuxième croisé pour une exploitation loin du banc, avec le joueur qui est sorti et qui est déterminé dans sa sortie. Une autre fois, exactement la même chose. Une rentrée, une sortie, un croisé et une exploitation du jeu extérieur. Et une dernière séquence sur laquelle je vais faire une pause. Donc ici, l'ailier qui est venu, d'accord, pour se replacer. Donc c'est uniquement une manœuvre pour gagner du temps. Un ailier gauche qui sort. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on a déterminé nous à la vidéo quand on a joué Cherbourg, c'est qu'à partir de ce moment-là, il peut y avoir un shoot. Avant tout ça, il n'y a jamais de shoot.
Jamais j'ai vu un shoot sur les peut-être 40 actions que j'ai répertoriées. Il n'y a jamais de shoot. Donc, c'est à partir de ce moment-là, ce joueur-là est sorti, le gardien va rentrer. Donc, ça libère le joueur pour le shoot. Ce joueur-là, ici, ne sert plus à rien et ils exploitent le fait d'être à 5 contre 5 avec un point de fixation à gauche pour exploiter loin du banc. Donc, ça, c'est toujours la même chose. Et on voit que c'est relativement efficace. Alors, je pense qu'ils sont à peu près, eux, sur les analyses que j'ai fait statistiques, à une quarantaine de pourcents de réussite sur leurs attaques à 5 contre 6. Alors, quand je dis à 5 contre 6, c'est qu'au final, ils attaquent sans le gardien de but, vous avez bien compris. Donc là, Cherbourg, toujours, et dernière action. Là, petit croisé. Oh, pardon, excusez-moi. Je voulais montrer la dernière. Donc la dernière action ici, encore une fois, l'ailier qui vient. Les arbitres ne lèvent pas le jeu ne lèvent pas le bras parce qu'il y a quand même des mouvements de joueurs. Et une petite alternative quand même, parce que je l'ai quand même noté. Si on regarde bien à la fin du mouvement, ici l'ailier gauche par exemple, alors moi j'ai trouvé ça très intelligent. L'ailier gauche là fait semblant de ressortir et se replace. Et ils ont marqué un but comme ça. Ça rend fou l'entraîneur, ça rend fou le défenseur. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Alors nous, quand on l'a vu, parce que ça c'était un match que j'ai préparé, d'accord, quand on l'a vu, on ne l'a pas pris, mais ils ont aussi essayé de nous le faire. Donc il y a quand même quelques petits coups qui sont tentés sur ces mouvements-là. Mais ce que je remarque moi en Pro League, c'est que c'est uniquement un mouvement de joueur qui permet une fixation, une sortie claire du joueur, souvent l'ailier gauche, parfois l'arrière gauche, une sortie claire du joueur avant le déclenchement du tir, et il y a très peu de tirs dans le but vide. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur la Pro League pour quasiment toutes les équipes, avec des choses qui sont symétriques, c'est-à-dire à gauche ou à droite, c'est la même chose, mais ça se passe toujours une fixation côté du banc pour chercher une finition à l'opposé du banc. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première séquence et cette séquence introductive? Non? Alors, il y en a une par le chat, je pense. Je vais te la lire, si tu permets, Benjamin. Vu que c'est tout le temps le même ailier qui sort, il suffit à son défenseur de compter les hommes et pousser sa défense. Exactement. Alors, on en reviendra quand on parlera tout à l'heure des stratégies qu'on met en place en défense par rapport à ça, parce que c'est pareil, vu que c'est à peu près 10 à 15% du temps effectué par les équipes adverses en attaque. Nous, je vais parler de Nancy. Nancy, on part du postulat que c'est un enclenchement comme un autre, donc on le travaille. Et on travaille justement sur quel timing et à quel moment il doit pousser justement sa défense pour qu'il n'y ait pas ce surnombre-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi de lui dire de pousser, d'accord, mais de faire attention, en l'occurrence sur Cherbourg, et sur cet enclenchement-là, à ce que l'ailier ne fasse pas demi-tour pour ne pas prendre le but qu'on a vu sur la dernière action. Mais il est clair qu'à un moment, le handball, c'est des mathématiques. Et qu'à un moment, quand il y a une sortie, on n'a qu'à se décaler. Mais le temps de fixation fait qu'il y a quand même un moment d'éphémère égalité numérique que les équipes cherchent à exploiter. Mais on reviendra tout à l'heure parce que j'ai aussi travaillé comment défendre sur du 5 contre 6. Benjamin, si tu le permets, j'ai une question. Oui. Vu que tout le premier mouvement au niveau des croisés, c'est à l'heure, est-ce que dans ton activité défensive, je ne sais pas si tu vas en parler tout à l'heure, hein, mais est-ce que dans ton activité défensive ou tes intentions défensives, tu ne mettrais pas du dynamisme dedans, mais tu serais uniquement peut-être sur de l'interception ou tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, plusieurs options. Alors, ça marche quand je fais ça, les ralentis, là? Ouais, on voit bien. Alors, très bien. Alors, plusieurs options. Il y a des équipes qui sont un peu offensives et qui, je vais essayer de caler la vidéo, il y a des équipes qui sont un peu offensives et donc déjà qui se mettent sur de la 1-5. Ça, c'est une première chose pour être un petit peu plus offensif et un petit peu attaquer l'attaque. Ce qu'on pourrait imaginer de faire quand il y a ces mouvements-là, ici, pour moi, on peut quasiment rien faire pour l'instant. Ici, on peut quasiment rien faire parce qu'on ne peut pas trop anticiper. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est peut-être de dire ce poste 2 là, il sort et il empêche le croisé, il fait jouer l'ailier tout seul et on les oblige à prendre un tir ici risqué. Est-ce qu'ils vont le prendre?
Donc, je pense qu'on peut se découvrir ici. Mais ce qui m'importe surtout, c'est de ne pas prendre à l'opposé. C'est-à-dire que si on arrête l'action à ce moment… Oh, quand je me pose, ça ne marche pas. Si on arrête l'action sur la fin, excusez-moi, sur la fin, surtout ce qu'il ne faut pas tolérer, c'est qu'il y ait un surnombre à la fin de l'action. Ça, c'est pas tolérable que ici, c'est un petit peu compliqué. C'est que, quand il se replace là, c'est que ici, il y a une égalité numérique. Donc, je crois qu'il faut exagérer certainement le flottement et dire qu'au final, on n'a certainement pas le droit de prendre des buts loin du banc. Donc, serrer, serrer, serrer. Par contre, on peut imaginer de dire à notre défense, parce qu'on va prendre des buts certainement, ok, on laisse plutôt tirer ici. Mais s'ils tirent ici, on sait que nous, on va leur mettre un but en montée de balle. Et est-ce qu'ils vont vraiment aller exploiter ce jeu-là dans l'espace proche du banc de touche, sachant que leur entraîneur leur a dit surtout on ne tire pas là? Je pense que ça peut être une option. Donc, soit s'étager, soit gêner l'attaque et leur ouvrir peut-être plus de solutions ici que là-bas. Je ne sais pas si j'ai bien répondu parce que c'est un peu difficile de mettre des arrêts sur image en fait. Oui, bien sûr. C'est bien. Donc, et j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'après, avec les images de Nancy, c'est un petit peu mieux. Pour moi, pour parler, parce que je pourrais expliquer exactement les stratégies qu'on a mis en place. Donc, l'autre option, c'est comment jouer en attaque quand on a subi un 2 minutes. Donc, c'est la deuxième option, c'est sans sortir le gardien de but. Et c'est l'option que nous, on a choisie avec Nancy. C'est surtout pour gagner du temps. Nous, c'est pour pas prendre de contre-attaque et en restant organisé sur le repli. On ne veut jamais prendre de but dans le but vide. Et notre stratégie, c'est une attaque à 5 par 2 minutes. Je m'explique. À Nancy, aujourd'hui, on domine la Pro League et on a une équipe qui est plus forte que les autres équipes de manière annoncée et aussi dans les résultats. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est prendre un but dans le but vide qui, énerve nos joueurs et souvent sublime un petit peu l'attaque adverse. Quand il y a un but dans le but vide, des fois, ça peut sublimer l'attaque adverse. Nous, on part du postulat de dire que tous les buts qui doivent être marqués contre nous doivent être des buts difficiles. En plus de ça, on a un gardien qui fait 2 mètres et 100 kilos, donc le faire courir, c'est pas forcément évident. Et c'est un gardien qui, quand un gardien aujourd'hui dans les statistiques prend un but et qu'il n'est pas dans le but, ça compte un but, mais ça ne lui compte pas un arrêt. Donc déjà, ces statistiques diminuent. Et à haut niveau, parfois les gardiens de but, ils détestent prendre des buts quand ils ne sont pas dans le but parce qu'ils n'ont aucune chance d'arrêter. Mais par contre, ça compte quand même un but pour eux. Et je vous avoue que j'ai un gardien, en l'occurrence un gardien étranger qui compte ses arrêts, hein, mais il est bon aussi pour ça, je crois, parce qu'il a une fierté, il déteste prendre un but. Quand il prend un but l'année dernière, quand il prenait un but dans le but vide, il ne tolérait pas ça. Donc c'est une source un petit peu de conflit. Et pour enlever cette source de conflit, déjà, nous, on attaque à 5. Au-delà de ça, quand je dis une attaque à 5 par 2 minutes, c'est qu'on ne veut absolument pas prendre de montée de balle, que tous les buts marqués à Nancy doivent être des buts difficiles. Donc on attaque quasiment jusqu'au refus de jeu. Et après, on ne se désorganise pas dans notre organisation défensive. C'est-à-dire qu'on est à 5, les ailiers sont ailiers, et dans l'organisation du repli défensif, on est plutôt bien placé. Parce que vous avez vu, Cherbourg, l'arrière droit, il est demi-centre, l'arrière gauche, il est arrière droit. Donc ils ne sont pas très bien placés dans le repli défensif, et il y a un côté qui est quand même, on va dire, plutôt libre. Ça doit aussi donner envie aux équipes qui jouent contre des équipes qui sortent leur gardien de but de monter la balle côté du banc. Nous, on part de une attaque à 5 par 2 minutes parce que on veut attaquer longtemps. Donc, on attaque longtemps, à peu près 35-40 secondes. On ne veut surtout pas prendre le but sur montée de balle, que l'autre équipe attaque pendant 30-35 secondes. C'est-à-dire qu'on ne doit absolument pas prendre dans le premier temps d'attaque. Et après, quand on va dans cette deuxième attaque, on joue à 6 contre 6. On sort le gardien de but, mais quand il reste 15 ou 20 secondes, et donc là, on joue un vrai enclenchement à 6 contre 6, mais ce n'est pas un enclenchement de 5 contre 6. C'est nos vrais enclenchements de 6 contre 6. Et donc, au final, on se retrouve à faire qu'une seule attaque quand on est un de moins. Ça, c'est le but, et les joueurs connaissent le critère, c'est une attaque à 5, une défense, repli défensif, une défense à 6 contre 5, où on oblige l'attaque à attaquer très longtemps, le plus longtemps possible, et à la deuxième attaque, on sort le gardien de but, et on attaque à 6 contre 6, et on doit attendre que le gardien de but soit rentré, mais on fait les mêmes attaques qu'on fait dans un projet de jeu normal. Donc je montre, ça c'était le dernier match qu'on a fait ce week-end contre Ponto, qui est deuxième du championnat. Donc Nancy en blanc, en attaque placée.
je coupe le son. Excusez-moi, je coupe le son. Donc, on fait une petite rentrée d'ailier, des petits croisés, un ailier qui ressort pour qu'on se retrouve dans cette situation-là où à partir du moment où l'ailier est ressorti, on peut jouer. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve avec un pivot qui va replier secteur central, un arrière qui est bien placé pour replier, un arrière aussi, et les ailiers, on est bien placé pour le repli. Je parle d'un positionnement géographique. On cherche les exploitations vers les extérieurs et on essaye d'y aller. Si jamais on rate, on a raté, c'est pas grave, on a quand même trouvé une solution, on essaye d'avoir des solutions franches. Donc toujours la même chose, une circulation de balle, une rentrée, du pivot, une attaque. Et après, on se retrouve dans des positions défensives pour pouvoir replier. Toujours on joue à 5. Alors on peut faire des tourniquets à gauche, tourniquets à droite. Le deuxième ailier rentre, ça c'est le demi-centre qui annonce ça. L'ailier va ressortir. Et à partir du moment où l'ailier ressort, là on peut jouer. Alors là on ne va pas marquer, mais vous voyez bien qu'on cherche on cherche à attaquer longtemps, secteur central, et on est placé sur le repli défensif. Donc ça c'est la stratégie de Nancy, qui nous amène dans les statistiques, parce que je les ai officiellement. On est à 58% de réussite en attaque placée à 6 contre 6, et on est à 50% d'attaque réussie. Donc une attaque réussie, c'est un but, un 7 mètres ou un 2 minutes provoqué, à 5 contre 5. Donc on est un petit peu moins bon, il est vrai, quand on attaque à 5 contre 6 qu'à 6 contre 6, mais on part de ce postulat-là, de dire c'est une histoire psychologique, on veut absolument qu'il n'y ait pas beaucoup de buts dans ces moments-là. Ce qu'on veut éviter, c'est les séries adverses, c'est-à-dire souvent quand on joue un de moins, ça arrive, vous l'avez déjà vu je pense, on attaque, il n'y a pas de gardien de but, on prend dans le but vide, on revient en attaque, on reprend dans le but vide, on prend un 2-0, puis l'équipe s'énerve, on pose un temps mort, ou bien on est capable de reprendre un 3-0. Nous, ce qui nous importe, c'est que les équipes adverses contre nous sont en difficulté pour faire des séries, et il ne faut absolument pas que dans ces moments-là, on leur permette de faire des séries. Donc la stratégie, elle est de dire, au pire du pire, on perd 1-0 sur l'infériorité numérique, et ça, c'est pas grave pour les joueurs. À la seule condition, c'est qu'on ait tenu longtemps la balle, la première phase d'attaque, qu'en défense, on les ait bien ralentis sur le 6 contre 5, et que sur la deuxième phase d'attaque, on puisse sortir le gardien. Si ce résultat-là factuel est de 1-0, pour nous, c'est une réussite. Je crois que c'est important, peut-être aussi, avec certains joueurs, de dédramatiser et de donner des critères de réussite. Qu'est-ce qui est réussi? Si on perd 1-0, un 6 contre 5, je pense, nous, on a décidé que c'était réussi. Alors, c'est peut-être pas très ambitieux sur ce moment-là, mais en tout cas, c'est notre postulat et c'est notre position. Et les joueurs savent que s'ils vont en attaque placée jusqu'au bras levé et qu'ils arrivent à replier, l'attaque est réussie. Alors, ils ne font pas exprès de tirer à côté ou de rater le tir. Mais par contre, ils connaissent. Et pareil, en défense, sur le 6 contre 5, c'est réussi à partir du moment, quand nous, on va être en défense à 5 contre 6, ça sera réussi à partir du moment où l'équipe adverse a été dans son deuxième temps d'attaque. Nous, on part du principe, alors c'est un peu prof de PS, mais des fois, c'est bien que les joueurs puissent s'évaluer et restent concentrés et connaissent s'ils ont réussi ou pas réussi. À Nancy, l'objectif, c'est, cette année du moins, parce qu'avant, ce n'était pas ça, à Tremblay, on joue à 6 contre 6 en première division, c'est de dire 1-0, on a réussi notre truc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet item-là sur le jeu à 5 contre 6 et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Donc c'est un peu ce que j'ai dit là, je vais juste finir. Donc dédramatiser la situation du sans gardien de but, la psychologie par rapport au gardien de but, voilà pourquoi nous on joue à 5 contre 6, ne pas perdre de temps dans le travail, ah oui ça je ne l'ai pas dit, mais au final quand on joue à 5 contre 6, nous c'est un moment de travail qu'on ne fait jamais. On ne travaille jamais à 5 contre 6. C'est quelque chose, on leur dit, voilà, vous allez faire des duels, lâcher les ballons, on a juste ce petit mouvement, et ça nous prend 0 temps, on ne le travaille jamais. Par contre, on travaille le repli défensif. On donne des critères de réussite simples. Peut-être que c'est limitant, notamment dans les moments clés. Pour l'instant, on n'a pas eu de match serré, mais peut-être que si on a -2 à 5 minutes de la fin, peut-être que là, de perdre 1-0, ça ne nous suffira plus. Donc peut-être que là, on va choisir un enclenchement en faisant sortir le gardien de but. Ce n'est pas encore arrivé, mais on l'a travaillé. Ils savent qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça finisse à droite et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça finisse à gauche, toujours loin du banc. Donc la réussite de 42%, alors ça c'était avant le match, et très peu de jeux rapides encaissés. Donc ce qui nous importe aussi, parce que si on a 60% de réussite en faisant sortir le gardien de but, mais que derrière on prend plein de montées de balles, au final ça pondère un petit peu cette performance. Nous on était à 42% avant le match de Ponto, parce que j'ai mis les images là. Par contre on ne prend pas de jeux rapides, on en prend très peu.
Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est suffisant dans la performance. Et après, on est dans cette conjoncture-là parce qu'on a souvent le score en notre faveur. Voilà. C'est pour ça que nous, à Nancy, on a choisi ça. Encore une fois, tout à l'heure, quand je vous disais qu'il fallait, que je ne me positionnais pas comme quelqu'un de dogmatique, c'est en fonction de la situation, en fonction de l'équipe, en fonction du résultat, en fonction des objectifs aussi et des rapports de force, que nous, on a pris ce choix-là, que j'ai pas du tout pris avant quand j'étais à Massy ou quand j'étais à Tremblay, j'étais pas du tout là-dedans. Est-ce que tu veux poser des questions ou est-ce qu'il y a eu des questions par rapport à ce moment-là? Je regarde le chat. Alors, il y a une question, mais que je vais demander peut-être à Christian de l'exemplifier ou autre. Il met action à la limite du jeu passif. Pas d'interrogation, mais est-ce que… Bon, moi, j'ai compris je pense avoir compris la question. Notre objectif, il n'est pas de marquer. Ça, c'est l'objectif secondaire. Le premier objectif, il est d'avoir une attaque à 5 contre 6 par 2 minutes. Ça, c'est le plus important pour nous. Donc, si on va au jeu passif, les joueurs, parfois, d'aller au jeu passif, c'est presque un aveu de faiblesse. Mais pour nous, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Donc, on dédramatise cette situation-là, où à un moment, le joueur qui va se faire attraper 2 ou 3 fois, bah pour nous, ce n'est pas très, très grave, parce qu'on veut réussir à avoir qu'une seule attaque et 1-0 maximum dans ce temps-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas très ambitieux et que souvent, on va vers le jeu passif. Une deuxième question, Benjamin. Christian, te remercie de ta réponse déjà. Sur le jeu sans gardien, les adversaires punissent régulièrement le jeu sans gardien à cause d'une perte de balle rapide ou d'une faute technique. Qu'en penses-tu? C'est vrai parce qu'au final, on se rend compte que dans la psychologie des joueurs, quand ils sont en attaque, sans gardien de but, c'est vraiment très codifié et il y a très peu de liberté. Et en plus de ça, le ballon est lourd parce que quand un joueur sait qu'il n'y a pas de gardien de but, on lui demande de faire une passe. Si on lui met une pression défensive, et c'est pour ça qu'on pourrait imaginer de mettre plus de pression défensive, je suis d'accord avec les questions précédemment posées, au final, le ballon est très lourd. Et je crois que quand on rend le ballon lourd à nos joueurs, on ne les aide pas. Et après, c'est peut-être aussi une source de conflit. Alors peut-être qu'il y en a des fois qui paniquent, qui se disent mince, il ne faut absolument pas que je perde la balle. Aujourd'hui, quand il y a un gardien de but qu'on a organisé défensivement, bah, on envoie la balle en touche, on est placé défensivement, bon, bah, on n'a pas pris le but, quoi. Alors que quand il y a le gardien de but, on stigmatise un joueur, et ce joueur-là, après, c'est compliqué pour lui de se retrouver dans une situation favorisante. C'est-à-dire que la psychologie des joueurs et comment on peut les tenir, c'est vraiment très important. Et je crois que plus on veut avoir du positif avec nos équipes et plus on veut les tenir dans quelque chose qui est facilitant pour eux, les mettre dans des situations facilitantes, ce qui est certainement le rôle de l'entraîneur, c'est peut-être de désinhiber un peu ces joueurs-là et de dédramatiser certaines situations, notamment la situation quand il n'y a pas de gardien de but. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu de prise d'initiative et que si on imaginait de laisser l'ailier côté banc et que l'entraîneur sait, on l'a dit 1000 fois, c'est interdit de tirer là, quand il va aller tirer, il va y penser. Et il y a de grandes chances qu'il rate le tir et qu'il se retrouve dans une situation difficile. Et s'il rate le tir, on peut imaginer qu'après, il va rater son match ou qu'il aura du mal à rester dedans. Voilà, c'était une réponse à cette question. Pas d'autres questions. Voilà, je pense qu'il ne faut pas négliger l'aspect psychologique des joueurs. C'est-à-dire qu'il faut leur donner, à mon sens, quelques critères de réussite en fonction de ce qu'on veut faire et des choses qu'on ne veut pas faire. Maintenant, si on ne dédramatise pas ces situations, on peut se retrouver avec des joueurs qui ont du mal à accepter les échecs, ou voire même, quand on est dans des équipes à rivalité, ou avec des objectifs, s'il y a quelqu'un qui rate et qui nous fait perdre le match, bah, il va peut-être être stigmatisé par l'équipe, ça va parler, et puis il se retrouvera peut-être en difficulté. Je crois que dans une gestion d'équipe, il faut qu'on mesure aussi pas uniquement l'aspect technico-tactique, mais peut-être réfléchir aussi à l'aspect psychologique et à la pression qui est mise par une situation donnée. Donc, je vais passer aux attaques à 6 contre 5. Donc, encore une fois, j'ai dû, dans le thème qui est très large,
faire des choix. Et donc, faire des choix, c'est renoncer. Donc, du coup, je suis parti que sur la Pro League. Et j'ai remarqué quand même que c'était très souvent les mêmes actions sur des attaques à 6 contre 5. Donc, la première, c'est l'utilisation d'un bloc au centre ou d'un pivot au centre avec un joueur qui tourne autour. Et la deuxième option qu'on verra ensuite, une rentrée d'un deuxième pivot. Alors, l'attaque du bloc au centre. Alors, j'ai pris l'exemple de Nice. Quand je dis l'attaque du bloc au centre, c'est pour moi un pivot qui cherche à faire des blocs, un demi-centre qui tourne autour et une exploitation vers les extérieurs, des arrières. Il n'y a pas de croisée, il n'y a rien du tout, c'est du jeu en lecture avec une attaque secteur central autour du pivot. Donc là, ils font une rotation pour se positionner. Le pivot est au centre, un bloc ou un faux bloc et une exploitation vers les extérieurs. Donc ici, au centre, un bloc ou pas de prise de bloc et une exploitation vers les extérieurs. Toujours la même chose, fixation des joueurs là, et c'est le demi-centre qui met un temps fort et qui cherche une exploitation. Donc là, on a vu qu'il est bien renversé 2 ou 3 fois. Voilà, j'ai pris ce joueur-là parce qu'il est capable de jouer un petit peu partout. Donc le bloc au centre et l'exploitation après vers les extérieurs. C'est ce qu'on voit aussi un petit peu à haut niveau, notamment dans les deuxièmes temps d'attaque. Ici, le bloc au centre et une exploitation. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Sur le bloc au centre. On l'a vu la dernière action. Nous, on n'attaque pas comme ça et je veux absolument pas qu'on attaque comme ça parce qu'on le voit sur la dernière action. Les arbitres ont une sensibilité différente, je trouve, ou en France, sur le rapport de force quand les équipes sont à 1 de plus ou en égalité numérique. Je trouve que dès qu'il y a des blocs à 1 de plus, souvent quand il y a des blocs à 1 de plus, ils ont tendance à siffler mauvais bloc. Donc c'est ce qu'on a vu exactement sur la dernière action. Donc moi, j'aime pas ça, je ne travaille pas comme ça, mais en tout cas, c'est une manière de faire et je voulais vous la présenter sans aller plus loin que ça dans l'exploitation de cette vidéo-là. Mais ce qui m'intéressait, c'était un peu de me positionner sur l'aspect plus défensif, savoir que j'ai repris le match de Nice et comment nous, on a défendu par rapport à ces attaques-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille ça aussi? Ça, c'est autant le 5 contre 6. Alors, on travaille beaucoup le 6 contre 6, on travaille beaucoup le développement technique des joueurs, mais on préfère faire des grandes séquences et stabiliser des choses plutôt que de faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, nous, le 5 contre 6, on ne le travaille jamais. Le 6 contre 5, on le travaille quasiment jamais et je vous expliquerai pourquoi quand on parlera de nos attaques à 6 contre 5. En tout cas, ce qu'on travaille beaucoup, c'est la défense à 5 contre 6. Encore une fois, en partant du postulat que Nice, donc l'équipe en noir, est en surnombre à 6 contre 5. Nous, ce qui nous importe, c'est de récupérer le rapport de force et de récupérer l'aspect psychologique. Donc d'être fort là où les autres équipes veulent être fortes. Donc nous, on sait que si on arrête l'équipe dans le premier temps et qu'ils vont dans le deuxième temps, mes joueurs savent qu'ils ont réussi leur boulot. Par contre, l'équipe de Nice à 6 contre 5, elle a la pression, elle sait qu'elle doit marquer à 6 contre 5. Donc nous, on travaille beaucoup ce moment-là parce qu'on pense que c'est un moment clé, un moment charnière, où en fait, on peut basculer le rapport de force. On est d'accord que normalement, à 6 contre 5, il devrait gagner 1-0 ou 2-0. Nous, on travaille beaucoup en défense à 5 contre 6 pour empêcher ça et faire basculer le rapport psychologique et mettre encore plus les équipes dans le doute. Donc, on a beaucoup travaillé ça. Et pour défendre sur le bloc au centre, nous, c'est très simple. On joue en 1 contre 1. Il y a quelqu'un qui le demande de mon écran. N'y prête pas attention alors. Ah, je refuse, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, ici, nous, on a une stratégie très simple quand c'est ces défenses-là, ces attaques-là, pardon. C'est qu'on laisse un 1 contre 1 avec le joueur central et on lui dit, tu fais un 2 contre 1, pardon, le pivot et le demi-centre, et on lui dit, tu te démerdes, tu gagnes le rapport de force, et on oblige, vous avez vu que sur les attaques d'avant, il joue tout pour aller jouer sur les extérieurs, et on oblige à ce qu'il gagne
le 2 contre 1 face à notre défenseur central. Il est clair que notre défenseur central, c'est notre meilleur défenseur. Donc, je vous montre un petit peu comment nous, on fonctionne en enlevant le son. Donc, ici, 6 contre 5 contre Nice. Donc, j'espère que je pourrais mettre des arrêts sur Limoges. Le défenseur central, tout seul avec le pivot et le joueur central. Donc, je reviens là-dessus. Si je fais comme ça devrait marcher. Donc, ici, ils attaquent. Là. Donc, ici, on laisse le défenseur central tout seul avec le pivot et le demi-centre. Et une fois qu'il y a eu le deuxième temps d'attaque, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il a joué le premier bloc au centre, je vais essayer de la laisser, je vais la laisser normalement. Donc, le défenseur central tout seul avec le pivot et le demi-centre. On laisse les autres quasiment en homme à homme, d'accord, avec quelques dissuasions. Voilà. Et deuxième temps d'attaque, là, on est ambitieux. Voilà. Donc, les joueurs sont désinhibés. Ils savent que dans le premier temps d'attaque, ils n'ont pas le droit de sortir du projet. Par contre, dans le deuxième temps d'attaque, ils peuvent. Pivot tout seul, demi-centre, avec le poste 3. Pas le droit de prendre là. Pivot tout seul avec lui. Et là, on ne prend pas sur les extérieurs. Deuxième temps d'attaque. À partir de là, ils peuvent être ambitieux s'il y a des montées inversées à faire, s'il y a des fermetures à faire. Voilà. Ça, c'est notre projet sur le jeu à 5 contre 6. Alors, c'est un pivot qui couvre vers l'avant. Enfin, c'est un défenseur qui couvre vers l'avant, tout le temps devant le pivot. D'accord ? Vous voyez bien que dans ces positions-là, il est toujours devant le pivot. Il contourne par l'avant. D'accord ? À partir du moment où il contourne par l'avant, les joueurs viennent contourner par l'arrière. Et nous, on ne veut pas prendre de décalage à l'aile, on ne veut pas prendre d'arrière extérieur. Et le seul but qu'il peut y avoir, c'est le demi-centre qui déborde là, qui s'est fait toucher par lui, par le poste 3, et qui va marquer ici, ou bien une petite passe au pivot à travers le défenseur numéro 3. C'est tout ce qu'on a le droit de prendre. Et dans le deuxième temps d'attaque, on peut être un petit peu plus ambitieux si on veut faire des montées inversées, comme on avait vu sur la première action. Donc, je remets juste la première action pour bien que vous compreniez. C'est un peu compliqué sur les ralentis. Donc ici, défenseur central tout seul avec le 2 contre 1, il gère ça. Et deuxième temps d'attaque, on peut faire des montées inversées et se désorganiser. Et là, psychologiquement, on l'a beaucoup travaillé, c'est quelque chose qui fait mal à l'adversaire. Donc c'est un gros temps de travail ça pour nous quand on repense à la première diapositive qu'on a passée sur le temps effectif passé en infériorité numérique. Nous, à 5 contre 6, on ne travaille jamais en attaque. Par contre, en défense, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup sur les intentions défensives, les dissuasions. Mais en tout cas, ils savent qu'on peut prendre un but du pivot ou un but de demi-centre. Mais pas de but d'ailier ou pas de but d'arrière. Comme ça nous permet d'être très clair dans ce qu'on demande aux joueurs, ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Quand est-ce qu'ils ont le droit de jouer, quand est-ce qu'il faut qu'ils soient formés. Des questions ? Alors, je regarde le chat. Pas actuellement. D'accord, on avance alors. Alors, donc après, je passe sur les attaques à 6 contre 5 avec la rentrée à 2 pivots. On a vu donc les attaques à 5 contre 6 avec le bloc au centre et comment on défend sur le bloc au centre et les attaques à 6 contre 5. Quand je dis que je passe pas beaucoup de temps sur le 6 contre 5 à l'entraînement, pourtant c'est quelque chose, c'est un élément très fort de la performance d'être bon à 6 contre 5. C'est d'ailleurs Arnaud Calbry, quand je discutais avec lui, qui m'a dit qu'on voit les bonnes saisons quand on est bon à 6 contre 5. Je suis assez d'accord avec lui. Mais au final, nous, on fait beaucoup de 6 contre 5. Dans les jeux d'échauffement, on joue beaucoup à 4 arrières et 2 ailiers contre 5 défenseurs sur les placements et sur les sorties de balles. Donc au final, le demi-centre, on joue toujours cet enclenchement-là. Le demi-centre, il place son pivot entre 1 et 2. Et à partir de là, il va y avoir une rentrée de demi-centre. Et après, une exploitation. Voilà. Donc, toujours une fixation extérieure. Voilà. Le demi-centre qui vient fixer ici, l'arrière qui attaque et le pivot qui est positionné entre 1 et 2, passe au pivot, passe à l'ailier. Donc, fixation extérieure. Comptez les joueurs. Le joueur s'en va, anticipe, on va tout droit. Tous les joueurs ont le droit de jouer sur du jeu direct. Toujours la même chose, fixation à droite, extérieur, faire venir le poste 3, jouer ici, et exploiter les surnoms. Même si vous allez me dire que la dernière action est mal jouée.
Le handball, ce que je pense, c'est que c'est des mathématiques et qu'au final, si on fait des arrêts sur image, quand on a un de plus, il suffit juste d'attaquer les bons espaces et de lâcher les ballons. Ici, à partir du moment où l'arrière droit fixe, si c'est l'ailier qui est en face de lui, il a tout le loisir à décaler la balle à l'aile droite. Donc, c'est forcément le poste 2 qui est en face de lui. Ici, lui, le demi-centre, donc ça peut être un pivot aussi. Hein. Lui, si le poste 3 il n'est pas en face de lui, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, il va marquer un but. Et à partir de ce moment-là, c'est le joueur clé, fixation importante, mais c'est tout le travail de fixation qu'on fait à l'entraînement. Après, ce joueur clé, c'est là. Après, c'est simple. Hein. Si c'est le poste 2 qui vient sur lui, ça veut dire que là-bas, il y a un 2 contre 1 et c'est à lui, avec sa qualité et la qualité du pivot, de sortir la balle au pivot ou de sortir directement la balle à l'ailier. Donc là, ici, c'est le poste 2 qui est en face de lui. Donc le 2 contre 1 se situe là. Il est clair que ici, je mets le meilleur joueur. Ici, je mets un pivot qui a un avantage, soit physique, soit technique sur les postes 1. Et qu'à l'aile gauche, on a deux des meilleurs ailiers du championnat. Donc nous, les trois quarts du temps, les ailiers, ça se finit à l'aile. Ce qu'on retrouve quand même pas sur cette action-là, au final, je crois que j'ai compris comment ça. C'est mieux les arrêts sur image. Si on prend la dernière action où je ne suis pas content, fixation extérieure, fixation ici, au final si. Poste 3 qui est positionné en face du demi-centre, donc du coup le surnombre de 1, 2, 3 contre 2 se fait à l'opposé. Donc pour moi c'est simple, c'est des mathématiques. On joue tout le temps le même 6 contre 5, tous les joueurs savent le faire. Et quand j'étais à Tremblay, je vais vous donner une idée, j'avais des joueurs qui étaient meilleurs que d'autres sur 6 contre 5, comme dans toutes les équipes. Seulement, mon arrière gauche, il rentrait souvent à la 15e minute et il récoltait un 2 minutes. Et puis après, je disais, viens t'asseoir, t'es pas bon à 6 contre 5. Donc, du coup, c'est l'autre qui jouait. Et au final, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas contents pour les limites de faire prendre un 2 minutes à l'équipe parce qu'il allait s'asseoir. Donc après, suivant la psychologie des joueurs, on peut en faire sortir certains, en faire rentrer d'autres. Mais il faut vraiment gérer, je pense, cet aspect-là. Et maintenant, je pars du postulat et dans l'équipe que je veux construire, c'est que on ne fait plus de changement à 6 contre 5. Tout le monde doit être capable de le faire. Alors, bien sûr, s'il rate le premier 6 contre 5, je vais le sortir. Ça dépend du score. Ou si c'est le dernier 6 contre 5 du match, je vais mettre ma meilleure équipe, peut-être poser un temps mort et mettre ma meilleure équipe. Mais ce que j'essaye de faire le moins possible, c'est de cliver les joueurs dans « Ok, tu as provoqué un 2 minutes, viens t'asseoir, je vais mettre mon équipe de 6 contre 5. » J'ai remarqué, surtout avec les joueurs professionnels qui jouent des contrats ou des places, c'est au final, j'ai fait apprendre un 2 minutes, c'est bien, mais je viens m'asseoir sur le banc. Donc, quel intérêt pour moi personnellement? Et je crois que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense plus uniquement à la tactique ou à la technique, mais un petit peu plus au psychologique. Donc, ces attaques à 6 contre 5, pour moi, très peu de travail parce que c'est à l'entraînement, quand on travaille souvent en supériorité numérique, on travaille beaucoup à 7 contre 6, beaucoup à 5 contre 4, on fait beaucoup d'exercices comme ça en début d'entraînement. Donc, pour moi, ça doit suffire à bien pouvoir exploiter ces 6 contre 5. Alors, je ne vais pas plus loin parce que nous, on a joué que celui-là. Je ne peux pas vous montrer d'autres images parce que 100% de nos 6 contre 5, c'est ça, avec plus de 75% de réussite. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, il n'y en a pas, Benjamin, sur le chat, mais moi, j'en ai peut-être une. Tu parles d'aspect tactique et psychologique, mais là, je vois clairement une attention managériale derrière, sur ta dynamique de groupe. Est-ce que dans ton projet de jeu, est-ce que tu nous présentes ce soir, comment le présentes-tu à tes joueurs? Est-ce que tu le fais avec eux? Est-ce que tu y penses, tu crées des données, des statistiques, etc., puis tu donnes des perspectives? Comment fonctionnes-tu? Sur tout l'aspect ou juste sur un 6 contre 5? Juste en prenant l'exemple du 6 contre 5, par exemple. Alors, l'exemple du 6 contre 5, mais on y reviendra après. Nous, notre objectif, c'est tout en haut des objectifs, c'est défendre fort et courir. Enfin, même plus courir, je dis plus courir, je dis sprinter maintenant. Donc, nous, on joue tout sur défense montée de balle. Pourquoi est-ce qu'à 6 contre 5 aussi, on ne le travaille pas souvent? C'est parce qu'on part du postulat que on est en défense à 6 contre 5. Donc, eux vont faire sortir le gardien et donc, on va jouer la montée de balle. Et peut-être que si on ne marque pas la montée de balle, là, il va y avoir un 6 contre 5. Ou bien si on prend un 2 minutes, mais il y a souvent penalty 2 minutes, mais s'il y a juste un 2 minutes, là, on va faire un 6 contre 5. Au bilan,
Je ne l'ai pas sous les yeux. On n'a pas joué tant de 6 contre 5 que ça depuis le début de l'année. Je crois qu'on a dû en jouer 15. 15 ou 20, je ne l'ai plus en tête. Sur donc presque un ou deux par match. C'est tout, pas beaucoup plus. Parce qu'au final, et c'est ce que je vais montrer dans la dernière vidéo, on a des enchaînements. On ne fait pas action par action, on est dans des enchaînements. Quand on est en défense, on doit monter la balle. Et quand nous, on monte la balle, on part du postulat que quand on monte la balle à 6 contre 5, on risque de trouver une solution avant de jouer notre attaque placée de 6 contre 5. Donc du coup, oui, c'est un aspect managérial qui reste dans l'objectif de dire, nous, c'est défense, montée de balle, et on pousse tous les ballons parce qu'on a la chance d'avoir un gros effectif, de pouvoir faire tourner et d'user les adversaires. Et nous, on veut leur mettre une pression. C'est-à-dire que quand eux sont 5, nous, on aimerait jouer 4 ou 5 ballons en attaque. C'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre du temps à 6 contre 5 en attaque. C'est pour ça qu'il n'y a pas 1 milliard de fixations, des Iago, des choses comme ça. Nous, c'est une fixation à droite et une exploitation en 2 passes. Parce qu'on se dit que moins on passe de temps à 6 contre 5 en attaque, plus on a de chances d'en jouer. Donc c'est vraiment multiplier le nombre de ballons sur ces temps-là, à l'opposé du moment où on est 5 contre 6, où c'est diminuer le nombre de ballons à jouer dans ce moment-là. On est vraiment dans une gestion des rythmes totalement différente. Est-ce que j'ai répondu un peu à la question? Ouais, parfait. C'est en fait des objectifs clairs qui organisent après tes attentions et tes actions, quoi. Exactement. C'est des temps de jeu et c'est des séquences. C'est-à-dire que sur des séquences, alors on dit qu'on joue tout à fond, sauf à 5 contre 6 et sauf à 6 contre 5 parce qu'il ne faut pas courir vite en fait à 6 contre 5. Il faut courir bien. Tandis qu'à 6 contre 6, il faut déjà courir vite. Donc je leur dis tout le temps, on diminue un peu le rythme, par contre, on va le voir dans la séquence d'après, il faut qu'on soit bien placé. Et nous, on est vraiment très attentifs dans le travail, souvent dans les échauffements ou pour faire du tir au poste, souvent on joue à 4 arrières pour pouvoir bien se placer. Et j'ai vu ça quand j'avais été avec la fédération des Pays-Bas, quand j'avais la chance d'entraîner Luc Steins. J'ai été là-bas, ils font beaucoup ça aussi du jeu en surnombre, mais à 4 arrières, et ça nous oblige à bien se placer. Sans pivot, on fait du 4 arrières, 2 ailiers, et on joue à 6 contre 5 comme ça. Si on met des pivots, on peut jouer à 7 contre 6. On fait beaucoup ces exercices-là de manipulation de balle, et avec tous les joueurs qui jouent à tous les postes. Les pivots jouent aussi sur la base arrière, les ailiers jouent aussi sur la base arrière, les arrières droits jouent d'arrière gauche, on alterne. C'est parfait, tu as répondu aussi à une question qui venait d'être posée, donc on peut continuer. Je les vois pas les questions. Alors, maintenant, on a parlé, j'essaye de faire des allers-retours en espérant que c'est quelque chose qui est facile à suivre. Bon, pour moi, c'est moi qui l'ai préparé, donc c'est facile, mais j'espère que vous arrivez aussi à suivre. Donc, je voulais aussi parler des options de défense sur le jeu à 2 pivots. J'ai pris le match de Ponto Combo, là, donc, qui était le dernier match. Et on avait beaucoup travaillé sur leur jeu en supériorité numérique, en marquant. Nous, on marque souvent des options et on se dit, là, on a le droit de prendre, là, on n'a pas le droit de prendre. Donc, au final, Ponto, je vais vous montrer la première vidéo. Donc, Ponto, il joue, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en Pro League, même à haut niveau, Paris joue comme ça aussi. C'est souvent soit un bloc au centre, soit une rentrée en deuxième pivot. Donc là, il y a 2 pivots et une attaque d'un arrière et après une exploitation. Donc, ça n'a pas super bien marché, mais c'est pas grave, il faut savoir reconnaître que quand ça ne marche pas, mais je vais vous expliquer pourquoi et l'analyse que j'en ai fait avec les joueurs aussi et quelle stratégie on avait mis en place. Vous avez vu que c'est toujours la même chose, ils jouent 100% du temps pareil. Donc là, on a réussi l'attaque parce qu'on les a amenés dans le deuxième temps, donc dans la séquence, on est en réussite. Alors, je laisse défiler pour que vous ayez les images en tête et après, je vous donne les stratégies qu'on avait mis en place. Donc, vous avez vu tout à l'heure la suite, alors, elle est un peu longue, celle-là, je crois que j'ai mal coupé. Excusez-moi, et il en reste une dernière. Voilà. Alors, je crois que là, ils ont fait un faux Iago, mais encore une fois, on se retrouve exactement dans la même situation du jeu à 2 pivots que je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais vous dire après, pour nous, c'est le même travail. Alors, quelle stratégie on avait mis en place? Alors ça, c'est aussi avec le découpage d'Artfish et les préférences motrices. Mais on ne va pas y venir là parce que sinon, on rentre vraiment dans les détails. Donc en fait, nous, ce qu'on regarde, nous les entraîneurs, c'est qu'on découpe tous les 6 contre 5 pendant 5 ou 6 matchs. Donc on en a une vingtaine, une trentaine. Et après, on regarde qu'est-ce qu'ils font comme enclenchement et quelle est la capacité
ou quelles sont les préférences motrices du joueur clé, en l'occurrence ce demi-centre-là. Ce demi-centre-là, on avait vu qu'il avait très peu de chances de renverser sur l'aile gauche. Donc, c'est pour ça que nous, on avait fait, et normalement, ce n'est pas un super shooter. Donc, normalement, on avait dit, l'ailier, tu prends le pivot. Ici, le poste 3, tu viens prendre le pivot là. Le poste 2, tu cours sur l'arrière, enfin, dans l'espace externe là-bas pour ne pas prendre extérieur de l'arrière. Et l'ailier là est haut pour faire croire que la passe là-bas est possible, mais au moment où lui, il fait son deuxième pas, il court et il bloque la passe là-bas. La seule solution et le seul but qu'on voulait tolérer, c'est que ici, lui vient couvrir ici, sauter comme c'est pas un grand joueur, prendre le côté là du tir et que le gardien prenne ce côté-là du but. Et s'il marquait ce but là-bas du côté-là, bah, c'était bien joué. Ou s'il renversait la passe à l'ailier, bah, c'était bien joué aussi. Donc les joueurs savent où est-ce qu'on a le droit de prendre et pas prendre. Donc on fait ça, on arrive, le poste 2, il vient couvrir ici sur le premier poteau, le poste 3, il couvre le pivot, lui normalement il doit courir extérieur et lui redescendre. Bon là ils ne sont pas fait ça parce que l'arrière vient en tir, donc il est exactement dans ce qu'on a demandé, le poste 2 aussi, et là le gardien de but n'y est pas. Donc pour nous, et les joueurs le savent, le gardien de but n'a pas respecté la consigne. Après il peut pas, il est du bon côté, il ne peut pas faire l'arrêt non plus à 100%. Même chose ici. Oh, ça marche une fois. Pardon, et on est revenu à la première. Donc ici, laisser tirer avec le contre là-bas. Le gardien, vous avez vu qu'il a quand même anticipé. Ok. Donc, même chose. Ah, pourquoi je fais ça? Excusez-moi. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Attendez, j'aimerais bien revenir sur ma vidéo. Voilà. Alors, elle ne se lance pas. Elle ne se lance plus. Ah, voilà. Donc, ça, c'est encore la première action. Donc ici, pour nous, c'est bien joué. La deuxième action, on a récupéré notre grand défenseur là, qui fait 2,05 m. On aurait dû le mettre ici en poste 2. Je pense que ça aurait pu être intelligent. Ici, même chose. Balle à l'aile. L'ailier est revenu. Il n'a pas intercepté la balle. Il est revenu. Il n'a pas pris la balle à l'aile. Donc là, on est dans le deuxième temps d'attaque. Donc à partir de ce moment-là, on peut jouer. Eux remettent la même chose, exactement la même chose. Ici. Et on rejoue pareil. On fait la feinte, le poste 2 qui est là. Et le gardien, encore une fois. Donc là, c'est lui. C'est de sa faute. D'ailleurs, il le dit. C'est de sa faute, il s'est trompé de côté. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable et c'est la faute du gardien de but, mais on sait c'est la faute de qui et c'est pas tous les joueurs qui sont en train de se prendre la tête. Et on ne prend pas partout, on prend qu'à un seul endroit. Dernière action et qui résume exactement la même chose, là, ici, là c'est le poste 2, là, il a joué le passage en force. Au final, il prend penalty 2 minutes à la fin. Mais la stratégie défensive était là, c'est-à-dire qu'il aurait dû être en face et ça aurait dû être ce joueur-là demi-centre qui prenne le tir. Voilà les stratégies que nous, on a mis. Alors, c'est contre Ponto, parce qu'on regarde les préférences motrices. Maintenant, si on joue contre Nantes avec Kirill Lazarov, on sait que 90% du temps, il vient au centre et il va jouer avec son ailier droit ou son arrière droit ou son pivot. Voilà. Lui, la stratégie quand on a joué contre Nantes, c'était de laisser l'ailier gauche. Quand on joue contre Brassler, qui n'a pas les mêmes préférences motrices sur le même mouvement, c'est d'articuler les joueurs, sauf que lui, il n'est pas capable, ou il est moins capable d'envoyer la balle à l'aile droite. Par contre, à l'aile gauche, il sait bien le faire. Donc, on change les stratégies en fonction des préférences motrices qu'on a décelées des joueurs ou qu'on connaît des joueurs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça et aux options défensives? Excusez-moi pour les vidéos, mettre des pauses, c'est compliqué. Pas de questions actuellement, Benjamin. Ok. Voilà. J'espère que c'est assez clair parce que c'est un peu plus fin. Ouais. Et voilà. En tout cas, c'est des options qu'on met par rapport aux préférences motrices. C'est très intéressant de développer par rapport à ces connaissances-là. Et enfin, la dernière vidéo, je crois, c'est sur les enchaînements recherchés sur ces phases. Exemple à 1 de plus. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure ou ce que j'ai répondu, quand j'ai répondu à la question, notamment des séquences. Voilà. Cherbourg, donc vous avez vu leur première séquence. Je vous ai expliqué notre stratégie sur les séquences quand on est 1 de plus. Donc, eux, ils arrivent en attaque. Ils sont 1 de moins. Nous, on est 6 contre 5. Donc, ils vont faire le mouvement que vous avez vu sur la première vidéo.
Donc ici, toujours la même chose, hein, l'ailier. Donc là, on l'avait travaillé. On va voir qu'il y a un joueur qui sort complètement du projet parce qu'il me dira à la fin, la fin du match qu'il s'est trompé de côté, il pensait que c'était l'autre côté. Donc du coup, on va aussi prendre à l'extérieur. Donc chose où ça m'énerve là sur le côté, je veux le sortir. En tout cas, on est 6 contre 5, nous on joue à fond. Peu importe, le pivot ici, bah, il est arrière droit. Hop, fixer, attendre, fixer un joueur, c'est qu'il y a un surnom, attendre, fixer un joueur, il y a un 2 contre 1, lâcher les balles, c'est le pivot qui fait la passe d'ess. Donc, défendre, on avait dit on ne prend pas extérieur, on l'a pris. Bon, les joueurs, là je peux vous dire qu'il le sait, qu'il s'est trompé, ils sont en train de se le dire là-bas. Hein. Il s'est trompé de côté. Lui, il lui dit parce que c'est bien clair, la consigne c'est de faire là-bas, mais nous au moins on a fait notre travail, il est au courant, donc il ne va pas le refaire 2 fois de suite. On a monté la balle à 6 contre 5, tant pis, il y avait un pivot arrière droit, on attaque chacun de nos espaces et on lâche les balles. Donc eux refont la même chose. Donc je leur dis bien d'aller extérieur. On les laisse jouer là-dessus. Le posteur, regarde ici, ça sort, il vient couvrir ce que vous avez dit tout à l'heure sur le surnom, tire. Et derrière, à 6 contre 5, on joue à fond, on monte la balle. Un joueur qui a des qualités de vitesse et de 1 contre 1, lâche les balles. Bilan de la séquence, on perd 2-1, peut-être, mais on a mis du rythme et on est dans ce qu'on voulait faire. Là, on a oublié le premier but parce qu'on a repris l'ascendant psychologique. En remarquant un but, on a presque oublié le premier but, qui est une erreur de concentration. Donc voilà sur l'enchaînement des séquences que nous, on recherche. Voilà. Juste pour finir, et après je pourrai répondre à toutes les questions, ça c'est les statistiques, alors, je ne me rappelais plus que je l'avais mis là. Donc avant le match de Ponto Combo, alors comment ça se lit? C'est 104 buts en attaque placée sur 223 joués à 0,6 enfin 60% de moyenne. Donc en transition, en engagement rapide, on a marqué 101 buts, donc quasiment autant qu'en attaque placée. Donc ça veut dire que 50% de nos buts sont marqués sur attaque placée ou bien sur jeu rapide. Le 6 contre 5, on n'en a joué que 25 pour 15 buts parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans la transition. Donc on n'a joué que 25 6 contre 5. Quand de l'autre côté, on voit que eux, ils en ont joué, nos adversaires en ont joué 41. Donc ça veut dire qu'on est quasiment à la moitié. Pour taux de réussite de 70%. À 5 contre 6, on en a joué 38. Non pas qu'on a pris beaucoup plus de buts, mais c'est parce que on en joue plus. Et on voit aussi qu'en défense, on a 63% de réussite pour les adversaires, donc nous que 37%. Donc il faut qu'on progresse là-dessus, pourtant on le travaille. Donc au final, alors, les attaques à 6 contre 5, si on les remet dans un ratio, c'est qu'il y a 471 actions jouées, on n'en a que 5%. Donc c'est pour ça que nous, on passe très peu de temps là-dessus. Les actions à 5 contre 6, il y en a 8%. Donc on passe aussi très peu de temps là-dessus, comme je vous ai dit. Par contre, les défenses à 5 contre 6, il y en a 9%. Donc nous, on passe beaucoup de temps sur ces 9%-là. Les 5% de 6 contre 5, on n'y passe quasiment pas de temps parce que la stratégie, elle est de monter tous les ballons. Donc voilà, j'en ai fini avec les vidéos, avec ce que j'avais préparé. Je pense que ça fait à peu près 1 heure. C'était les timings qu'on s'était donnés. Alors c'est un petit peu rapide pour ce sujet-là. J'espère avoir été complet, éveillé quelques curiosités chez vous, quelques points à développer et surtout que chacun se développe avec sa personnalité, avec ses envies, avec son groupe aussi, avec ses adaptations du moment. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à quelques interrogations, quelques problématiques ou fait émerger quelques idées chez vous sur ce sujet-là qui est très large, qui aurait mérité encore plus de temps, mais qu'on a dû réduire pour que ça tienne dans l'heure.